Alors, bonjour à la maison, bienvenue au podcast de Choisir la TUC. On est rendu au 11e épisode et évidemment, ça ne serait pas possible sans le financement de Ville de la TUC et la collaboration du Carrefour Emploi ainsi que les partenaires financiers de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la TUC. Aujourd'hui, pour le 11e épisode, j'ai le bonheur et le privilège de recevoir M. Thierry Bilodeau. Thierry s'implique énormément au sein de la communauté laticoise. D'ailleurs, il est consultant en communication. Évidemment, il est aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice. Et il s'implique évidemment dans le conseil d'administration du Carrefour Emploi. On va tout parler de ça. Aujourd'hui, là, j'ai la chance et le bonheur. On n'arrêtera pas le temps. Ça, c'est le fun. Donc, bienvenue, Thierry. Bonjour. Bonjour, Merci Alison. d'être là. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être ici. Ah, c'est gentil. Et là, c'est correct ce que j'ai dit, là, parce que là, Oui. tu es consultant en communication. Exact. Tu es président de la Chambre. Oui. Tu es sur le conseil d'administration du Carrefour. Oui. Je n'ai sûrement Comme oublié. trésorier, je suis vice-président du Festival de chasse de la TUC. Et puis ça, c'est un succès que vous avez repris, dans le fond, il y a 2 ans. Oui, en fait, en 2023, moi, la Ville l'avait repris, m'avait approché comme consultant en communication pour organiser la 50e édition qui était la première édition complète après 3 ans là, où il y a eu une seule journée d'activité. Je dirais qu'après avoir lancé mon entreprise, ça a été mon plus gros défi professionnel. Puis là, cette année, c'est vraiment à titre bénévole là, que je me suis impliqué pour assurer le succès. L'année passée, 2023, on a sauvé le festival. 2024, je pense qu'on l'a vraiment remis sur les rails. On avait une super belle équipe, d'ailleurs, de gens très impliqués. Donc, oui, c'est une grosse fierté. C'est vraiment du bénévolat, c'est ça le pire. Ouais. Puis vous travaillez là-dessus quand même, quoi, 1 an de temps? 1 an de temps, 11 mois, en fait. À partir du moment où le festival de chasse se termine, on commence déjà à retravailler sur l'édition de l'an prochain, parce qu'évidemment, il y a des demandes de subventions qui doivent être remplies rapidement, plusieurs démarches auprès de partenaires pour la prochaine année qui doivent être approchées rapidement. Donc, on est déjà au travail, moi ainsi que les membres du comité. Mais oui, c'est une de mes très belles implications qui est partie du côté professionnel pour s'enligner là, vers une implication vraiment communautaire. Aurais-tu cru, du haut de tes, mettons, 5 ans, que lors des déjeuners des placoteux, tu dirais à un moment donné, c'est moi qui va revamper ça? Non, parce que d'autant plus que je suis pas un chasseur. Tu sais, je suis allé à la petite chasse, mais j'ai pas le profil nécessairement, tu sais, qu'on attend à la tête d'un festival de chasse à l'Orignal. C'est vraiment pour mes compétences en communication que ça a été, finalement, on a réussi à monter une équipe pour reprendre le conseil d'administration, l'organisme qui chapeautait le festival. Donc ça a été, au niveau professionnel, ça a été un des plus grands défis, mais un des plus formateurs. Vraiment, ça a été... Puis en plus, tu sens que tu rend service à la communauté. Ouais. Puis ça, c'est précieux. Parce qu'on s'entend que le festival de chasse, pour les auditeurs qui viennent pas de la TUC, qui ne connaissent pas les festivals de chasse, ça fait 50 ans que ça existe. Mm-hmm. Et puis, la communauté laticoise sont fiers de ce festival-là. C'est quelque chose... Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui sont chasseurs, qui y vont. Non. Mais c'est un moment rassembleur toute la semaine. C'est un moment familial. À l'époque, c'était 2 semaines de temps, mais là cette année, l'édition a été sur... C'est sur 4 jours maintenant. On a gardé les principales traditions. Ouais. Puis, on a innové. Là, ça se passe plus dans un grand chapiteau au centre-ville. Mm-hmm. Cette année, on ramenait pour la première fois depuis 2018 un chapiteau. Le chapiteau des Jardins. Donc, on est très fiers d'avoir réussi ça à l'année 2 de la relance. Puis, bien évidemment, on pense que c'est vraiment un incontournable, autant le festival, puis pour la réussite du festival, le fait d'avoir une tente du chasseur, le fameux chapiteau. Je pense que ça a vraiment été un tournant là, cette année. On a vendu pas 2 fois plus de billets que l'an passé, mais pratiquement. Là, on a vendu 1684 billets plutôt que 915 l'an dernier environ. Donc, on a vraiment... On a monté d'une marche cette année, puis l'année prochaine, on va encore monter d'une autre marche. Ah, oui. Je ne sais pas où se situera mon implication
à ce moment-là, mais c'est sûr et certain que c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur. C'est un incontournable pour la ville, pour la région. Puis, l'Orignal, c'est le roi de nos forêts. Je pense que c'est important de le mettre en valeur. Puis, je pense qu'on a l'environnement naturel pour être bien placé pour le mettre en valeur. Tu as tellement raison. Puis là, j'ai envie qu'on survole un peu ta vie, un peu afin de permettre aux auditeurs là, de te connaître vraiment. Donc, je veux qu'on parle de ton parcours académique et professionnel parce que ici à la TUC, je l'ai dit plusieurs fois dans les autres épisodes précédents, mais on a à quitter notre petit patelin pour les études postsecondaires. Donc, évidemment, tu as passé par là, mais j'ai envie de savoir un peu quel type de garçon tu étais là, à l'adolescence. Ça. Est-ce que tu étais un gars impliqué comme tu es là? Oui, je dirais que c'est un mode de vie, finalement. Là, le fait d'être impliqué, de vouloir... je dirais que c'est aussi la volonté de profiter de la vie au maximum. J'ai toujours été, tu sais, au secondaire... j'ai animé secondaire en spectacle de secondaire 2 à 5. Je jouais au basketball pour les Vikings de Champagnat. Je jouais au football. Je faisais aussi plein d'autres sports avec des amis pour le plaisir. J'étais un gars qui était académiquement, tu sais, ça allait bien à l'école. Puis, tu l'avais un peu facile? Oui, à partir de secondaire 3, un petit peu moins pour certaines matières. Les mathématiques, chimie, c'était moins facile. Mais reste que, par la suite, au cégep, j'ai pris sciences humaines avec des maths. Puis j'ai eu des bons résultats en calcul intégral, je pense, ou différentiel. Je me souviens plus c'est lequel des deux. J'ai toujours bien aimé les maths, mais bon, pas tous les types de mathématiques. Tu peux aimer ça, mais des fois, on n'a pas nécessairement... moi, dès que ça tombait plus abstrait, c'était moins ma tasse de thé. Mais ouais, j'étais un adolescent très, très actif, très impliqué. Beaucoup d'amis. Oui, j'aimais beaucoup être avec des gens. J'ai toujours aimé être entouré, faire rire les gens, passer des bons moments, puis profiter de la vie. C'est ça, je pense que ça a été beaucoup ça qui a guidé mon adolescence. Après ça, j'ai eu un dur choix. Moi, je voulais... pour vous donner une idée, là, quand j'étais au primaire, j'avais dit devant toute ma classe que je voulais soit devenir chirurgien cardiaque ou premier ministre du Canada. C'est quand même assez... T'as dit ça jeune comme ça? En deuxième année, je pense, du primaire. C'est une prof qui est venue me dire ça il y a quelques temps. Puis là, je me disais, hey, c'est drôle quand même. Puis là, avec disons, mon goût un peu moins prononcé pour les sciences en vieillissant, j'ai choisi d'aller faire sciences humaines. C'est là que je suis parti à 17 ans du patelin là-dessus pour m'en aller à Trois-Rivières étudier au cégep. Sciences humaines, au début, c'était avec des mathématiques. Après ça, je me suis plus dirigé vers un profil psychologie. Puis ça a été des belles années. Après ça, j'ai continué à Trois-Rivières. C'est drôle parce que à 2 semaines de l'inscription à l'université, de la date limite, je voulais m'inscrire en droit. Et à 2 semaines de la date limite, j'ai choisi finalement d'aller en communication. OK. J'avais hésité entre l'administration, le droit, la communication. Finalement, c'est communication qui l'a emporté. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce cap-là? Je savais qu'en droit, ça nécessitait beaucoup de lecture. Okay. Donc, tout ce qui est jurisprudence, énormément de lecture. Je trouvais ça aride. Je trouvais ça... moi, ce qui m'intéressait du droit, c'était le bout où on voit les avocats plaider dans la salle pour convaincre les jurys. Puis moi, j'ai quand même un sens de la justice assez développé, fait que je me voyais bien être procureur de la couronne, pour défendre la justice contre les criminels, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, Colin, j'ai eu un cours de communication. Il y avait 4 cours de français au cégep. Le 4e, c'était communication, tu sais. Ça a vraiment été déterminant. J'avais une enseignante vraiment qui m'a souligné plus que bien d'autres le fait que j'avais quand même des aptitudes en communication. Puis, j'en étais conscient, dans le sens que j'avais toujours été à l'aise dans les exposés orales. J'avais toujours animé des événements, des activités à partir de mon primaire.
Puis là, ben, c'est devenu naturel comme choix. Finalement, j'ai choisi communication sociale à Trois-Rivières, à l'UQTR. J'ai adoré mon expérience, mes enseignants. J'ai participé à 2 éditions des Jeux de la communication, qui est une compétition académique entre les 9 universités francophones de l'Est du Canada. Première année, c'était pour l'épreuve bulletin de nouvelles, puis deuxième année, c'était dans l'épreuve gestion de crise. On a gagné, moi et ma partenaire, une médaille d'argent, d'ailleurs, dans l'épreuve gestion de crise. Wow! Fait que l'université, ça a été vraiment formidable. Une belle école, belle expérience. Je me suis fait des amis qui seront là pour la vie, j'ai bien l'impression. Puis j'ai aussi eu des contacts importants que je me suis fait là-bas, avec qui là, j'ai pu collaborer même par la suite au niveau professionnel. Ensuite de ça, j'ai quitté Trois-Rivières après 5 ans. Ville que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Ça reste dans la Mauricie. Dans la Mauricie, c'est ça, dans la même région. Par la suite, j'ai déménagé à Québec pour aller me spécialiser. Donc, j'ai entamé une maîtrise au départ en relations publiques. Puis, l'aspect recherche, c'était moins ma tasse de thé un petit peu. Okay. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter la maîtrise, mais finalement, j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées en relations publiques, qui est un peu un certificat de 2e cycle universitaire. Okay. Donc ça m'a permis quand même d'aller chercher plusieurs choses. C'était dans le fond les mêmes cours que la maîtrise, c'est juste que j'ai pas fait la rédaction qui venait avec la maîtrise. Il m'en manquerait pas beaucoup. Le pire, si je me donnais la peine en 6 mois, je pourrais... C'est possible. Je pourrais avoir ma maîtrise en relations publiques. Ça ne demanderait pas tant de travail ou de temps. Qui sait, peut-être qu'un jour, ça fera partie de mes projets. Puis par la suite, c'est là que je suis embarqué vraiment dans le monde professionnel. Puis là, ben écoute, c'est sûr qu'on en discutait, mais en 2021, tu étais un candidat. Tu t'es lancé dans la politique. Oui, absolument. En fait, 2018, j'ai fini mes études. Et là, en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Je vous parle de mon diplôme d'études supérieures spécialisées. J'ai pas obtenu mon diplôme au début. Au printemps où je devais l'avoir, ça avait moins bien été dans un de mes cours. Puis je m'impliquais beaucoup en politique à ce moment-là. Je voulais me faire élire sur le Comité national des jeunes du Parti québécois, qui sont comme les 9 jeunes qui chapeautent un peu tout ce qui se passe dans le Québec, au Parti québécois. Puis là, pendant plusieurs mois, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans. J'ai fait une tournée du Québec. Puis là, on s'entend, c'est une implication bénévole. OK. Fait que là, je dépensais de l'argent pour faire une tournée du Québec, puis aller rencontrer les jeunes de partout. À travers l'école, là? À travers l'école. Puis dans un de mes cours, j'avais un peu négligé ma maîtrise à cause de mon diplôme, mon DESS à cause de ça. Et là, j'ai pas mon diplôme. Et là, moi, j'étais complètement... C'était un gros échec pour moi, de ne pas obtenir mon diplôme. Et là, il y a une campagne électorale qui s'en venait en 2018. Pas celle-là dont tu me parles, mais la première expérience en politique, là, c'est là où je m'en vais. J'ai appliqué au Parti québécois. Là, tu suivais qui à ce moment-là? Parce que... À ce moment-là, là-dedans. À ce moment-là, le Parti québécois, évidemment, là, c'est au provincial. J'ai envoyé mon CV. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai un bac en communication, j'ai presque mon diplôme de 2e cycle en relations publiques. Puis là, j'ai le goût de vivre sur le terrain, une vraie expérience concrète. Et là, je me fais réécrire et c'était pas pour ce à quoi je m'attendais du tout. Moi, je m'attendais à être dans un bureau, puis à la permanence du Parti québécois, puis pendant la campagne électorale. Finalement, on me convoque à une activité militante qui a lieu à Québec un soir de semaine. Bref, j'arrive là et là, la responsable des médias sociaux du chef du parti, c'est elle qui m'accueillait. Et là, on m'avait pas tellement informé de en quoi consistait le poste. Tu savais pas dans quoi tu t'embarquais? Pas du tout. Et là, elle me tend un appareil photo. Là, elle me dit, là, tu vas prendre des photos, tu vas après ça, tu vas les classer. Tu vas ressortir les meilleurs, tu vas faire un texte pour les médias sociaux. Bon. Fait que là, je m'attendais pas, moi, à ce que ça soit une entrevue aussi animée, aussi concrète, parce que là, c'était comme... Ce soir, c'est toi qui fais le travail que tu vas faire pour les prochains mois.
Et là, c'est ça. J'apprenais que le poste pour lequel j'avais postulé, finalement, c'était responsable des médias sociaux du chef de l'opposition officielle, qui était à ce moment-là Jean-François Lisée. Et là, c'était impressionnant, tout ça. On fait une pré-campagne l'été. J'ai eu la chance de faire le tour du Québec, aller en avion aux îles de la Madeleine. Et ça, c'est une anecdote assez drôle. On en parle. J'étais avec Jean-François Lisée dans l'avion. Et moi, c'est la première fois que je prends l'avion. Oh! Et là, je me dis, hey, faut pas que j'aille le mal de l'air. Là. Parce que là, j'ai le chef de mon parti devant moi. Là, imagine, là, moi, je me faisais les pires scénarios. Puis c'était un petit avion, là, 4 places à peu près. Là. Il y avait moi, le chef, le garde du corps. T'es à côté. Là. Ah, écoute, finalement, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé l'expérience en avion. J'ai pas eu le mal de l'air. Et là, arrive la campagne électorale, 39 jours, dans l'autobus du chef du Parti québécois. Ça a été toute une aventure. Je peux te dire, ça m'a plongé vraiment dans le concret. Et là, c'était incroyable. C'était difficile, là. Ça a été difficile de prendre des milliers de photos. Plus que Jean-François Lisée était hyper actif. Là, c'était minimum 2 points de presse par jour. Puis expérience. Beaucoup de travail. Mais une expérience. Écoute, je dormais entre 3 et 4h30 par nuit pendant 39 jours. Je suis sorti de là épuisé complètement. Oh my God. Ouais. C'est 2018. Et là, on arrive en 2019. Et là, je me dis, là, j'ai besoin d'une pause. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Après quelques mois de repos, je décide de retourner faire la maîtrise. Et là, entre-temps, j'obtiens mon diplôme. Mon diplôme d'études supérieures spécialisé en relations publiques que je n'avais pas eu au printemps. En décembre, je vais rencontrer le directeur de programme. Et là, j'avais des équivalences qui étaient possibles avec des cours de maîtrise que j'avais faits auparavant. Fait que là, j'obtiens mon diplôme sans même avoir à faire d'autres cours. Je me réinscris à la maîtrise et là, je suis motivé. Et là, j'ai un cours dont le titre est « Construction de l'image médiatique ». Et c'était axé sur la construction de l'image médiatique des politiciens. Mais oui, c'est ce que j'avais fait pendant presque 6 mois avec Jean-François Lisée. Fait que là, moi, je me dis, bon, on va laisser la chance aux coureurs, tu sais. Et là, j'arrive dans ce cours-là et là, la prof se met à parler. Puis, ce qu'elle disait était vrai, théoriquement, mais moi, j'avais tout le temps le goût d'ajouter quelque chose. Ouais, mais tu sais, dans la réalité, sur le terrain, tu sais, il y avait des choses qui, tu sais... C'était pas tellement concret pour elle, mais toi, oui. C'est ça. Puis c'était tellement concret que des fois, dans le réel, il y a des nuances, tu sais, avec la théorie qui nous est transmise. Fait que je suis venu un peu avec un inconfort par rapport à ça. J'ai décidé de repostuler. Il y avait un poste, 2 postes, je pense, de recherchistes qui se sont libérés au Parti québécois. Et la première fois qu'il y avait des postes de recherchistes qui s'étaient libérés, j'avais postulé, j'avais fait l'entrevue, mais je me disais, tu sais, j'ai pas aimé la recherche au niveau de la maîtrise. Mm-hmm. Fait que j'aimerais sûrement pas la recherche au niveau politique. C'était un peu biaisé, quelque part. Mm-hmm. Mais là, on est en mars 2019. Puis je décide quand même de postuler. Puis finalement, je suis embauché. Yes. Fait que là, je retourne à l'Assemblée nationale après quelques mois d'exploration de la maîtrise, une fois de plus. Puis là, ça a été la grosse expérience là, pendant 3 ans, être conseiller politique. Puis là, conseiller politique, là, c'est toi qui travailles avec les députés, c'est toi qui rédiges les questions qui sont posées aux périodes de questions. En fait, c'est tout le travail, c'est fait par toi, c'est juste que tu n'es pas devant le micro. Exact. C'est toi qui prépares le dossier pour le député. Pour les commissions parlementaires, lorsqu'il y a un projet de loi qui est étudié, c'est nous autres avec le député. Évidemment le député aussi travaille beaucoup. Là, mais reste que le recherchiste, c'est lui là, qui va chercher les petits twists. Nous, on était dans l'opposition. Au Parti québécois, on avait 12 députés. Et donc, nous, notre but, c'était de trouver, lorsqu'il y avait des failles, lorsque la CAQ prenait une décision qui allait à l'encontre, selon nous, des intérêts publics, c'est là qu'on se portait à la défense de ce qu'on considérait être l'intérêt public. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes de qualité incroyable. Celui avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est Sylvain Gaudreault,
l'ancien député de Jonquière au niveau de l'environnement, aussi de l'énergie, Hydro-Québec, tout ça. J'ai eu en tout et partout à peu près une quinzaine de dossiers différents quand j'ai été recherchiste à l'Assemblée nationale. Ça a été... Donc, tu as touché à plein de choses. Ah, j'ai touché à plein de choses. Dossier de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de l'économie, des PME, des forêts, des affaires autochtones. J'en ai fait pas mal. Tu sais, des gros dossiers que j'ai pas fait, l'éducation, la santé, j'ai pas touché à ça, mais sinon, j'ai pas mal fait un bon tour d'horizon. Puis, j'ai eu la chance. Qu'est-ce qui a été le plus formateur dans cette partie de recherche-là? Le plus formateur, c'est de tellement suivre la politique à chaque jour. Je dirais de prendre conscience à quel point, quand je suis revenu à la TUC par la suite, puis là, bon, je skip un petit bout, on y reviendra, mais c'est ça qui a été le plus marquant, je pense, le fait de revenir comme un citoyen. Aux bases, là, à la base. À la base, de suivre la politique, mais pas tant que ça. Parce que quand tu es à l'Assemblée nationale, c'est vrai que tu es un peu dans une bulle dans laquelle tu suis la politique, mais de façon tellement précise et constante que toutes les moindres failles, on voit, le gouvernement va dire quelque chose, mais là, l'info qui est transmise n'est pas tout à fait exacte, et là, ça va très, très vite. Puis ce qui a été le plus formateur, c'est justement de réaliser à quel point la politique est importante dans nos vies, puis il y a beaucoup d'impact dans nos vies. Puis à quel point c'est important de s'en préoccuper parce que il peut y avoir un communiqué de presse publié un vendredi après-midi par le gouvernement sur une décision qui a été prise qui va changer nos vies concrètement. Fait que ce qui a été le plus formateur, c'est vraiment de prendre conscience à quel point la politique est importante dans nos vies, puis à quel point c'est important qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Moi, ça m'attire beaucoup, la politique, parce que, justement, j'ai envie de... Est-ce que tu as baigné un peu là-dedans pour dire qu'en deuxième année, tu allais être... Non. Tu sais, il y en a, bon... Parce que j'ai envie qu'on dise un peu, tu es quand même issu d'une famille très artistique. Oui. Certains le savent, mais ta mère a été une pionnière pour les tout jeunes. C'était elle qui m'a aussi enseigné la musique. Elle m'a enseigné aussi. Ah oui? Oui, ça a été une expérience particulière. Alors... Elle n'en laissait pas passer avec moi. Non, hein? T'es bien mieux d'être bon. Ah, j'avais intérêt. Donc, Carole Guérin, pour la nommer. Et ta tante, qui est une comédienne hors pair, Maude Guérin aussi. Ta sœur, qui est une grande musicienne, violoniste. Violoniste, oui. Donc... notamment à l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, Lisanne Gervais. Oui. Tu sais, je veux pas te baigner dans le côté artistique. Est-ce qu'on parlait de politique chez toi? Non, assez peu. Mon grand-père s'intéressait beaucoup à la politique, mais je dirais que c'est pas un sujet qui ressortait beaucoup. C'est pas... je dirais que c'est quelque chose... Je pense que très, très jeune, déjà, je posais des questions à mes parents. Tu sais, pourquoi le premier ministre dit ça? Puis rapidement, j'ai compris que la politique, justement, ça a un impact dans nos vies. Puis moi, je me disais, je veux devenir premier ministre, je vais décider. Des fois, je pense que c'est un peu... Inconsciemment, mais en même temps, tu avais quand même quelque chose qui t'attirait là-dedans. Là. Quand j'ai su ça, quand une de mes enseignantes du primaire m'a redit ça des années plus tard, je me suis dit, hey, c'est fascinant quand même. Moi, j'avais complètement oublié ça. Puis j'ai eu une période complète de ma vie là, entre cette période-là, puis disons, au secondaire 3, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de misère en maths, j'ai longtemps voulu devenir chirurgien, voulu devenir des métiers finalement là, qui changent des vies quand même. Oui, mais d'une autre manière, complètement que la politique. Honnêtement, la politique, c'est quelque chose que je voyais plus pendant des années. Jeune, c'était peut-être un peu naïf de ma part, mais c'était... Est-ce que, selon toi, c'est parce qu'on n'en parle pas assez à l'école? Oui, je pense que les écoles ont une politique d'être un peu apolitique. Et je pense que les écoles ont le devoir d'être apartisanes, de ne pas prendre
parti pour aucun parti, aucune formation politique ou une autre. Ceci dit, je pense, puis je l'ai vécu aussi au niveau de mon militantisme. Quand je voulais faire un kiosque à l'Université du Québec à Trois-Rivières, un kiosque pour parler du Parti québécois, tu sais, il y avait du blocage beaucoup. Il y a comme un malaise. Je pense qu'au Québec, on voit un peu la politique des fois comme de la chicane. Parce qu'on ressort beaucoup le négatif. Hein? Oui, puis on est comme ça, je pense, les Québécois. Oui, puis on a un côté émotif, je pense. Tu sais, on veut la bonne entente. Puis c'est sûr que la politique, on veut pas se mouiller. La religion, je pense, c'est des sujets qui, dans bien des familles québécoises, sont évités à la table, tu sais, pour pas créer justement de chicanes ou de... Mais en même temps, je pense qu'il y a une manière saine d'aborder ces enjeux-là, ces sujets-là. Je pense que c'est important d'en parler. C'est important que les jeunes rapidement prennent conscience de l'importance, de l'impact que ça a dans nos vies de tous les jours. Puis, je pense que c'est une culture à inculquer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique, qui prennent conscience. De plus en plus, effectivement. Oui. Puis, même depuis que je suis revenu là-dessus, des jeunes qui vraiment vont s'impliquer dans la communauté, j'en vois de plus en plus. Puis, c'est encourageant de les voir reprendre... le bâton du pèlerin, prendre la relève sur les gens qui se sont beaucoup impliqués auparavant. Je pense que c'est fondamental. Fait que si je reviens, mon expérience à l'Assemblée nationale, vraiment... Ça a été très formateur. Puis... Extrêmement formateur. Puis aussi, ça m'a appris à vraiment chercher, à bien... Ça m'a appris à travailler, dans le fond, là, à explorer les enjeux pour les voir de tous les angles possibles, pour essayer de prendre des bonnes décisions pour monsieur, madame, tout le monde, pour la population. Je pense que c'est important de bien réfléchir, de ne pas faire les choses sur un coin de table, puis rapidement, puis de bien réfléchir. De se mettre dans les bottines de chaque individu, j'imagine aussi. Faut que nos parlements ne soient pas des tours d'ivoire, il faut que nos parlements soient les antennes des citoyens. C'est un peu ça le rôle du député, c'est de représenter le citoyen au sein d'un parlement. C'est de représenter les gens, leurs intérêts, puis leur combat aussi, d'aider les gens qui en arrachent, qui vivent des situations difficiles. Le député, c'est beaucoup son rôle de... Puis ça m'amène, tu m'as posé la question, là, ça a été un long détour. Là, j'y reviens en 2021. J'ai annoncé à mon équipe au Parti québécois que j'allais faire une pause pour me présenter aux élections fédérales. Donc, pour le Bloc québécois dans Louis-Saint-Laurent, contre un certain Gérard Deltel, pour ceux et celles qui pourraient le connaître. Donc, un monsieur qui était quand même député depuis 15 ans. Donc, j'avais pas de chance de gagner. Là. J'étais conscient dès le début de cette campagne-là que j'étais un candidat pas tout, si on veut. Puis, ça a été une expérience extraordinaire, encore une fois. Le contact avec les gens. Puis, Louis-Saint-Laurent, c'est un coin de Québec que je connaissais quand même assez bien. Il y a peut-être des gens qui on les salue. On les salue, qui ont passé par les galeries de la capitale. En 2021, lors de la campagne électorale, j'avais été bien actif sur la pose de pancartes. Donc, j'étais assez visible dans la circonscription. Est-ce que les gens t'arrêtaient? Oui, ça arrivait. Hey, vous, c'est vous qui êtes ces pancartes. Puis j'avais des beaux échos sur le terrain. Des gens de la TUQ aussi. Il y a beaucoup de gens de la TUQ qui vont aux galeries de la capitale, puis à Québec, puis dans ce coin-là. Puis ça arrivait des fois des gens de la TUQ qui me disaient « Hey Thierry, j'ai passé, j'ai vu ta pancarte. » Puis non, c'est sûr que ça a été vraiment une belle expérience. Puis dans ta campagne, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment le contact avec les gens. Puis des fois, les gens me confrontaient un peu. C'était pas tout le temps évident, mais reste que de prendre le pouls de la population, d'aller vers les gens, de leur demander ce qui les préoccupe, de vraiment être dans le bain, d'être vraiment... quand même dans la foule, là, tu sais. Oui, exact. D'être en contact avec les gens, avec leurs émotions, là, ce qu'ils vivent concrètement, les enjeux qu'ils vivent, les problèmes qu'ils vivent. Il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles. Puis... Les gens se confiaient à toi? Oui, ça arrivait. Des gens qui me disaient vraiment sur des enjeux. Moi, je vis telle situation. Puis
des fois, c'est dur. Tu sais, bon, là, on est candidat, on a envie de devenir député, mais c'est sûr et certain, bon, moi, en plus, j'étais conscient que ça serait très difficile de me faire élire, puis j'étais conscient que mon rôle, c'était pas de me faire élire au final. Là. Tu voulais probablement pas faire de promesses non plus, là, parce que c'est souvent ça qu'on... Oui, puis là... les candidats disent, hein, absolument, ils font des promesses. Absolument, puis ça, c'est un aspect de la politique qui est dommage, je pense. On en vient des fois... Il y a certaines formations politiques, des fois, qui en viennent à faire des promesses qu'elles savent qu'elles ne pourront pas réaliser au cours d'un mandat, puis qu'elles le promettent pareil. Ça, c'est sûr que c'est... bon, moi, j'ai toujours été... jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup été dans l'opposition. Mais reste que, tu sais, même en 2021, lorsque j'étais candidat pour le Bloc, veux pas, le Bloc ne prendra pas le pouvoir. Mais il y a d'autres leviers qui peuvent être utilisés par ce parti-là, justement, pour faire avancer les dossiers. Mais c'est sûr que quand tu es au pouvoir, quand tu sais que tu aspires à prendre le pouvoir, là, c'est là qu'il y a beaucoup de promesses qui vont être faites. Mais je pense que les gens sont tannés, justement, de cette politique-là qui repose sur du vide, finalement, des promesses qu'on sait fausses à la base, qu'on sait vaines, qui ne seront pas réalisées. Je pense que les gens ont soif d'authenticité en politique. Ouais. Je pense que les gens ont soif de vérité, de gens qui sont là pour les bonnes raisons. Puis, en fait, je pense qu'en politique, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Peu importe les différences d'allégeance politique, je pense que la majorité des députés sont là pour les bonnes raisons. Ceci dit, on n'a pas toute la même perception de comment on va arriver au même résultat. T'sais. On veut tout améliorer le sort de la société, on veut tout réduire la pauvreté, mais on n'a pas les mêmes méthodes. Est-ce que tu dirais, Thierry, que ça serait un atout d'être un petit gars de région en politique? C'est très intéressant comme question, parce que je pense que c'est fondamental. En fait, moi, techniquement, bon, j'habite à Québec depuis quand même plusieurs années. Je connaissais bien la circonscription où je me présentais. Fait que je me sentais pas comme un imposteur. À ce moment-là, j'avais l'intention de faire ma vie à Québec. Puis, je voyais pas la possibilité nécessairement de revenir dans mon patelin. Bien qu'en 2020, ça m'ait traversé l'esprit, là. Donc, honnêtement, excuse-moi, je me suis un peu égaré. Mais est-ce que... être un gars de région. Ouais. Bon. Tu sais, parce que bien que tu as connu Québec... Il y avait un clash quand j'étais candidat en 2021 parce que le gars de région, tu sais, là, c'était le gars de ville. Parce que moi, je suis un peu un hybride. Tu sais, j'aime les villes, pas trop grandes. Tu sais, Québec, c'était comme pas mal le max là, au niveau de la grosseur. Mais l'avantage d'être un gars de région, ben là, je le retrouvais plus ou moins en étant à Québec. Puis ce gars de région-là, je le sentais qu'il avait le goût de se remanifester. Moi, je suis un régionaliste, au fond de moi. Puis c'est ce qui guidait beaucoup en politique. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé sur des dossiers directement reliés aux régions. Puis, tu sais, j'ai vécu 17 ans en région. 5 ans à Trois-Rivières, on reste quand même... Très proche. On est proche de la région. Oui. C'est plus gros que la TUC, évidemment. Oui. Mais cela dit, on sent quand même... on est quand même près de la nature. Des petits gars de région, des petites filles de région. Ça reste la Mauricie. Puis, mais là, en revenant à la TUC, en baignant dans beaucoup plus la politique municipale, la politique régionale, étant président d'une chambre de commerce qui doit se battre sur des enjeux. Il y a des enjeux, il y a des luttes qu'il faut mener pour essayer de faire avancer des choses, pour avoir des appuis au niveau gouvernemental, pour que le gouvernement fasse avancer certains dossiers. Le fait d'être un gars de région, c'est sûr que ça change tout dans le sens que ça va être cliché ce que je vais dire, mais j'ai la rivière Saint-Maurice, le lac à Beauce, le Wayagamack qui me coule dans les veines. Les enjeux ici, je les maîtrise. C'est des enjeux qui me touchent au plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est les gens que je représente, que ce soit à la Chambre de commerce ou je siège sur 3 conseils d'administration. Le festival de chasse, si je l'organise, c'est quand même pour une population. Si je m'implique autant
je le fais pour une communauté. Fait que le fait d'être un gars de région, c'est cette espèce d'attachement-là, cette espèce de motivation intrinsèque de dire, ben, je donne tellement de temps jusqu'à en négliger ma propre entreprise. Mais je le fais, c'est par cœur que je fais ça. Puis c'est pour mon monde, c'est pour ma région. C'est le fait d'être un gars de région qui est revenu en région pour ça. Parce que moi, je m'en cache pas. Si j'ai fait le choix en 2022 de revenir à la TUC, c'est parce que c'était un appel que je sentais depuis un petit bout de temps. Puis là, ben, c'est cette volonté-là, c'est cette rage de m'impliquer puis de faire en sorte d'avancer ma région dans son développement. Ben, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Oui, de parler de notre région. Puis, est-ce que tu dirais que justement d'habiter en région, c'est difficile de faire carrière en parallèle à l'extérieur avec d'autres villes, d'autres provinces? J'ai envie de dire que c'est nécessaire pour l'avenir du développement des régions. Comme président de Chambre de commerce, je constate à quel point ça peut être difficile pour des commerces qui se contenteraient uniquement 100% du marché là-dessus. Je pense que c'est important comme entrepreneur. Moi, j'aime la vision selon laquelle on va chercher de l'argent à l'extérieur. On la ramène chez nous. On la réinvestit dans notre communauté. Moi, je dirais à 50-50. J'ai des contrats à la TUC, j'ai des contrats à l'extérieur. Je pense que le fait que notre ville fasse affaire avec d'autres villes, fasse rayonner des produits qui viennent de chez nous pour les vendre ailleurs, les faire rayonner ailleurs. Je pense à plusieurs commerces qui le font déjà à la TUC, qui commencent à faire connaître leurs produits dans différentes villes, différents commerces. Je trouve ça beau de voir ça aller. On connaît des chaînes québécoises qui ont parti de petites villes qui se sont implantées dans une deuxième, dans une troisième. Donc, oui, c'est un défi. Ouais. On est dans une région, disons, on est à 1h30 de Shawinigan, 1h40 quelques de Chambord. Bon, on a une réalité qui est singulière, mais quand même, je pense qu'on est assez proche. Puis, quand on vient de la TUC, 2 heures de route. On finit par se démarquer avec les années, j'ai l'impression, parce que justement, on est des gens vrais. Oui. Le slogan le dit, j'allais le dire. On est vrai dehors comme dedans, puis c'est vrai avec tout le monde. C'est pas juste un slogan. C'est pas juste un slogan. On a fait beaucoup de recherches justement avec le marketing territorial, puis c'est ce qui en ressort. C'est qu'on connaît nos voisins, nos voisines, de faire rayonner la ville de par nos entreprises, de par nos jeunes aussi qui sortent justement de la ville pour aller étudier à l'extérieur. Absolument. C'est essentiel. Puis je pense qu'on le fait de manière grandiose, de plus en plus. Puis de voir grand, de voir que notre ville elle a quelque chose à apporter à d'autres villes. Exact. Puis j'ai envie de parler vraiment plus de la TUC. Allons-y. En fait, le fait d'habiter en région, ben c'est ça, on a tendance à dire qu'on est limité, mais est-ce que tu te projettes plus tard? Moi, je pense que les As-tu envie de retourner en politique? T'sais? Ah, écoute, je pense que les principales limitations, bien souvent, on se les impose à nous-mêmes. Oui. Je pense aussi qu'il faut rêver grand. Il faut être ambitieux pour notre région. Il ne faut pas avoir peur de rêver, de défoncer des portes pour se faire des nouveaux contacts, aller chercher des gros contrats à l'extérieur de la ville. C'est pas en restant assis qu'on va y arriver. Comme je te dis, il faut être dynamique, il faut oser, il faut avoir de la drive. Ouais. Excusez l'utilisation de l'anglais, mais c'est ça pareil. Ouais. Puis oui, clairement, je t'avoue que j'aimerais ça. Éventuellement, dans une élection, il y a plusieurs élections qui s'en viennent. On a l'embarras du choix. Donc, il y aura des élections fédérales, municipales et provinciales dans un horizon de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, Thierry Bilodeau, est-ce que tu es en train de te préparer pour une réinsertion en politique? Je mentirais si je disais que
J'y pense pas. C'est une réflexion qui est sérieuse en ce moment. Oui, j'envisage de nouveau d'être candidat. Puis cette fois, ce qui serait complètement différent qu'en 2021, c'est que ça serait chez nous. Chez nous, dans ma région. T'as le meilleur des deux mondes. T'as ta ville qui te coule d'un veine, mais t'as aussi la politique. De le rassembler en un, là. Ça serait formidable. Ça serait formidable, puis je vous l'avoue, là, c'est un peu une primeur, là, tu sais, c'est pas... C'est un scoop, moi, là? Ben, écoute, oui, pas mal. C'est dans l'air du temps, en tout cas. Tout est dans tout. Hein? Tout est dans tout. Écoute, oui, je l'avoue, là, je suis en réflexion actuellement pour possiblement être candidat aux prochaines élections fédérales, de nouveau pour le Bloc québécois. Donc, je vous avoue que c'est une réflexion qui est sérieuse, donc, pour me présenter à l'investiture au courant des prochains mois. C'est sûr et certain qu'actuellement, je me concentre beaucoup sur mes implications à la Chambre de commerce. Ben, un ne va pas sans l'autre, j'imagine. Non, c'est sûr que la politique, c'est aussi une question de préparation. Moi, ça fait 10 ans que je m'implique en politique. Je me sentirais pas du tout imposteur de me présenter de nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me connaissent, qui le savent, que ça fait longtemps qu'ils savent que j'ai envie un jour de représenter les gens de chez nous dans un parlement. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. On verra quelle sera l'issue finale de cette réflexion-là. Parce que j'ai quand même aussi des très, très beaux projets avec mon entreprise et tout ça. Il y a des choses, évidemment, auxquelles je devrais renoncer dans un scénario dans lequel je me présenterai aux prochaines élections fédérales, mais oui. Mais c'est pas un non-retour dans le sens que, c'est-à-dire que si tu mets des choses de côté, comme tout bon politicien, tu pourrais très bien revenir à tes autres défis, à tes autres aspirations. Daniel Boucher, dans une de ses chansons, disait je pense les choses finissent jamais. Elles sont jamais vraiment finies, je pense. Puis je pense que c'est un peu ça. Il y a des projets, évidemment, si je décide de me présenter, que je devrais mettre sur la glace, mais la glace va pas fondre non, dans ça. Un horizon de quelques années. Puis évidemment, selon. Le fait d'être un gars de terrain, d'avoir touché à ce que tu as touché dans les dernières années, c'est clair que ça va être bénéfique si tu te lances encore pas encore, mais si tu te lances en politique. Je dirais que c'est l'avantage de faire les choses. Tu sais, il y a tout le temps la raison et il y a l'émotion, la tête, le cœur. Ouais. Moi, je pense que les meilleures décisions qu'on prend dans la vie, c'est les décisions dans lesquelles le cœur et la tête sont en accord ensemble. Puis, tu sais, la politique, moi, c'est... Ça aussi, je pense qu'à quelque part, ça me coule un peu dans les veines. Ouais. On dirait que tout m'amène vers ça. Puis, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit... C'est terminé. Je veux plus. Et ça revient. Ça revient. On dit souvent... J'ai souvent dit aux gens, tu peux sortir le gars de la tuque. Tu peux pas sortir la tuque du gars. C'est la même chose pour la politique. Ouais. Tu peux sortir le gars de la politique. Tu peux pas sortir la politique du gars. Tu l'entres dans toi. Puis là, j'ai recommencé à m'intéresser beaucoup à ça, à m'impliquer beaucoup. C'est sûr que ça aide. C'est sûr, c'est toutes des choses... Tu n'es jamais sorti de là. Dans le sens que tu l'as dans toi, puis en parlant de la ville qui vient te chercher, tu es passionné, à la Chambre de commerce, on le voit. C'est ça que j'allais dire. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, quand tu le fais par authenticité, par cœur... écoute, je pense que quand tu te sens sur ton X puis que tu sens que tu fais les choses pour les bonnes raisons, que tes motivations sont bonnes, je pense aussi l'éthique, l'intégrité, la vérité, c'est des choses extrêmement importantes. Puis moi, la confiance, c'est ça en politique qui compte le plus. Tu veux que les gens aient confiance en toi. Tu veux que les gens sentent que tu n'es pas en train de les... c'est ça, d'essayer de les fourvoyer ou d'essayer de les... Colline, les manipuler un peu. Les manipuler, tu sais, c'est ça. C'est ça. Je pense que
Je pense que c'est là où... Puis, tu sais, je te cacherai pas, c'est pas toujours facile. Il y en a qui pourraient m'écouter parler puis dire « Oh, Thierry, on t'a déjà vu arriver chez vous le soir, puis fatigué, puis Colin, pourquoi je fais tout ça? Je m'épuise. Hein? » Il y a tout le temps un moment où, des fois, c'est un citoyen que tu croises dans la rue, qui te connaît, toi, tu le connais de vue, mais tu sais pas trop c'est qui, puis là, il vient te remercier. Pour que ce soit pour le festival de chasse ou pour une implication quelconque. Puis là, c'est niaiseux, mais ça te rappelle pourquoi tu le fais. Puis pourquoi tu mets tant de temps. Tu sais, il y a des fois, je me dis, hey, Colin, je mets plus de temps presque dans mes implications bénévoles que dans mon entreprise. Puis après. Et tu as le sentiment du devoir accompli, j'imagine, après, à ce moment-là. C'est ça ta paye, finalement, de bénévole. Puis c'est, je pense, infiniment plus valorisant que d'avoir un gros salaire ou que... Tu sais, là, je suis rendu à 30 ans. Ça a bien été, là, ma vie professionnelle. Ça a été des expériences extraordinaires. Thierry, c'est le début. C'est le début. C'est le début de nouveau. La trentaine et la nouvelle vingtaine. J'ai envie de te demander, si tu devais définir ta mission professionnelle en une seule phrase, quelle serait-elle? Être au service de la population. Être au service de la population. Je pense que... Oui, je pense que c'est important de s'accorder de l'importance dans la vie. Je pense qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Ceci dit, j'ai aussi le sentiment intérieur que c'est important qu'il faut que ma vie soit utile aux gens qui m'entourent. J'ai envie de... On dit souvent, les gens ne retiennent pas ce que tu vas avoir dit ou ce que tu vas avoir fait. Ils vont retenir la manière dont ils se sont sentis en ta présence. C'est vrai, t'as raison. C'est une phrase qui guide beaucoup ma vie. J'aime ça, passer des bons moments avec les gens, puis j'aime ça m'impliquer pour essayer d'améliorer leur vie. Puis des fois, c'est pas tout le temps... Des fois, tu as une influence limitée sur ce qui se passe en politique. Il y a beaucoup de politiciens qui pourraient te confirmer à quel point ça peut être frustrant, ce sentiment d'impuissance-là, des fois. Mais en même temps, c'est tellement valorisant. Est-ce qu'il y en a un parmi, je dis un politicien, mais ça peut être n'importe qui. Est-ce qu'il y a eu un mentor ou une personnalité qui t'a inspiré ou qui t'inspire en ce moment? J'ai envie de... Puis je veux pas... ça rendrait pas justice à beaucoup, là, mais je dirais que l'ensemble des élus du Parti québécois avec qui j'ai travaillé, particulièrement Sylvain Gaudreault, Véronique Yvon. Je me suis beaucoup impliqué avec Alexandre Cloutier, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Je l'ai vu beaucoup évoluer en politique. C'est tous des gens... Paul Saint-Pierre Plamondon, l'actuel chef du Parti québécois, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. C'est tous des gens qui m'ont beaucoup inspiré d'une manière ou d'une autre, chacun à leur manière. C'est des gens, justement, qui sont beaucoup à la recherche de la vérité, font de la politique pour des raisons de cœur, sont là vraiment pour les bonnes raisons. Au nom de tout le monde et non au nom d'eux autres. Oui, puis eux autres, c'est pas le pouvoir qui attire ces gens-là, ça n'a jamais été leur motivation. C'est des gens qui se sont beaucoup donnés, qui auraient pu avoir des emplois plus payants au privé, puis qui ont quand même toujours choisi. Il y en a plusieurs qui sont plus en politique. Parmi ces gens-là, la politique, c'est très difficile pour la vie personnelle, familiale. Ce sont des gens quand même, selon moi, ordinaires, qui vivent une vie qui n'est pas ordinaire. Absolument. C'est une belle manière de le décrire. Tu sais, je peux vous dire, là, autant en campagne électorale que quand je travaillais à l'Assemblée nationale, c'est toute une vie, là. C'est un don de soi, selon moi. C'est un don de soi, là. Tu sais, à l'Assemblée nationale, les conseillers sont pas payés des fortunes. Puis ils travaillent du matin au soir. Je me souviens, là, les matins où on avait des périodes de questions, à un moment donné, là, pour que ça aille bien, puis qu'on soit pas stressé, puis qu'on ait du temps pour faire tout ce qu'on avait à faire, rédiger les questions pour les périodes de questions, tout ça. Il fallait rentrer à 7 heures le matin à l'Assemblée nationale. Fait que là, moi, je me lève à 5h30. Je suis revenu chez moi. Bon, une journée normale, il peut être 6-7 heures. Une journée où il y a des intensives,
semaine intensive, tu peux sortir de là en pleine nuit. Là. C'est complètement... Tu comptes pas tes heures à ce moment-là. Il faut pas. Non, c'est ça. Tu es engagé pour 35 heures semaine officiellement, mais... Évidemment que c'est tu finis par en faire 45, 50. Il y a des semaines, tu en fais 60. Quand c'est les crédits budgétaires, c'est complètement fou, là, tu sais. Surtout... J'ai envie de dire quelque chose. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire la semaine passée parce que là, évidemment, on n'est pas en symbiose, puis ça ne se suit pas, mais j'ai rencontré, évidemment, là, on peut le dire en fait parce que lui-même, il a dévoilé le punch là, sur ses réseaux sociaux, mais j'ai rencontré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, qui est aussi originaire de la ville de Latuc. Et ma foi, son horaire est au quart de tour. Oh, ouais. Ces gens-là, ça ne voit pas beaucoup sa famille. Évidemment, oui, il la voit, mais il y a des gardes du corps. Il est appelé un peu partout, il est arrêté un peu partout par des gens, des citoyens, des bons citoyens, des mauvais citoyens, on va se le dire. Ouais. Alors, c'est un don de soi. Est-ce que ça te fait peur d'embarquer dans ce courant-là? Parce que, au-delà de ce qu'on peut voir, puis tu sais, cela dit, leur salaire n'équivaut pas au DG des Jardins, là. Non. Donc, on est payé pour être le porte-parole des citoyens, veux pas, mais là, je m'enflamme, là, mais est-ce que ça te fait peur d'embarquer dans ce courant-là? Est-ce que c'est quelque chose qui... J'essaie, généralement dans la vie, j'essaie de développer une nouvelle relation avec la peur. Je pense que la peur, ça nous met des limites, ça nous met des freins, ça nous empêche des fois d'avancer. Ou ça... C'est sûr que se présenter en politique, c'est un gros saut dans le vide. Ouais. Ça fait peur. Ouais. Mais une fois que c'est fait, tu te rends compte, il y a des choses qu'il faut presque que tu prennes pour acquis. Dans la vie, là, une leçon importante que j'ai appris de mon beau-père, Ben, pour ceux qui le connaissent, ne rien prendre pour acquis. Mais on peut prendre pour acquis que la vie de politicien, c'est une vie très intense. Puis on peut prendre pour acquis qu'il y a tout le temps autour de 50% des gens qui seront pas d'accord avec tes idées, avec ta vision, il y en a qui peuvent être agressifs, il y en a que... Je veux dire, les décisions des politiciens ont des impacts concrets dans la vie des gens. Fait que je comprends que des gens, des fois, puissent être fâchés qu'un parti ait pris telle ou telle décision, puis ça a des impacts directs sur son portefeuille, là, au monsieur ou à la madame. C'est pas facile à gérer, tout ça. Je pense que c'est ce qui me fait le plus peur, d'un sens. Ouais. Mais en même temps, il faut apprendre à se libérer de ça. Il faut apprendre à se libérer de cette volonté de plaire à tout le monde, puis d'être aimé. Tout le monde aime être aimé, je pense. Sentir que les autres, d'avoir l'appui des autres, d'être apprécié, de sentir que nos idées font écho chez les autres, mais reste qu'il faut un peu se libérer de ça. Puis, je pense qu'il faut avoir confiance en ses convictions, en ses valeurs. Exact. C'est ce que j'allais dire, conviction. Quand tu as des convictions solides, profondes, ancrées dans... Tu sais, moi, je suis devenu politicien, comme je te disais, c'est pas la famille, J'en ai pas parlé tantôt, mais j'ai fait mon projet de fin de cégep. Le plus gros travail du cégep, je l'ai fait sur l'indépendance du Québec. Pour savoir, de façon plus académique, documentée, est-ce que moi, je suis vraiment pour ou contre? Je savais que je me sentais plus québécois que canadien. Mais je savais pas, pour des raisons plus concrètes. Puis c'est en allant lire d'un point de vue historique. J'ai lu beaucoup de livres d'histoire, des livres des années 60, 70, 80. Puis c'était fou de voir qu'il y a des choses, des situations, des contextes politiques qui n'avaient pas évolué. Tu te dis, 1960, le livre décrit le Canada, les déséquilibres fiscaux entre le fédéral, les provinces, un paquet d'enjeux qui sont toujours aussi actuels de nos jours. En 1960. En 1960, là, tu fais comme, OK, mais là, on n'avance pas, là. C'est comme, ça fait 64 ans. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un épisode 2, moi pis toi.
Oui. Ben écoute, je sais pas, ça fait combien de temps, mais je suis sûr que ça passe très, très vite. Mais c'est plus que pertinent, c'est plus que important. J'ai l'impression qu'on pourrait amener notre épisode plus loin que ça. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être... J'ai envie qu'on fasse un atelier avec les jeunes. Ben ça serait le fun. Tu sais, de parler de politique avec des jeunes. Puis de façon neutre, je pense qu'il y a une manière tout à fait, d'aborder la politique de façon non partisane. Je pense d'ailleurs les gens sont aussi tannés de ça, l'ultra-partisanerie. Non, puis... juste de comprendre l'essence de la base de tout. Pourquoi, puis comment. Oui. Puis les jeunes d'aujourd'hui sont d'autant plus intéressés, puis ils posent des questions, puis ils ont une opinion sur tout. Puis là, je parle parce que j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles qui ont du caractère. Évidemment, j'ai du caractère, alors ils en ont, mais j'ai l'impression qu'un atelier avec ton savoir, tes connaissances, ton expérience terrain aussi, avant même d'aller plonger à nouveau dans la politique, ça serait pertinent pour C'est sûr. C'est sûr, parce que quand on comprend mieux le fonctionnement de la politique, ben ça aide justement à prendre des meilleures décisions. Je pense qu'une population bien informée au niveau politique va prendre des meilleures décisions qu'une population moins bien informée. Exactement. Puis ça, ben, c'est la responsabilité, oui, des candidats, des politiciens, des médias, mais c'est aussi la responsabilité du citoyen de... Je sais, les gens sont occupés. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est le manque de connaissances qui va faire des frictions dans la famille. Oui, évidemment, le manque d'instruction peut-être, mais c'est un manque de confiance, c'est un manque... Puis c'est par peur aussi de dire « j'ai pas envie de discuter de ça parce que je comprends pas ». Oui, puis comme je te dis, c'est beaucoup aussi par manque de temps. Les gens arrivent de l'ouvrage, faut qu'ils s'occupent des enfants, du souper, tu sais, la routine du soir. Après ça, ils se réveillent le lendemain, ils vont travailler. Ils n'ont pas le temps. Puis pour vraiment bien comprendre, il faut prendre le temps. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on choisit des représentants. On choisit des gens pour aller nous représenter, des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes convictions que vous. Oui, puis des gens qui ont la responsabilité, eux, de vraiment bien s'informer pour proposer aux citoyens les meilleures avenues, les meilleures solutions, les meilleures propositions politiques. Tu sais. Où est-ce qu'on te voit dans 5 ans, mon Thierry? En fait, où tu te vois dans 5 ans? Projette-toi. C'est sûr que la politique, on ne sait pas quand on rentre dedans, on ne sait pas quand on en ressort. Dans 5 ans, je me verrais bien représenter les gens, que ce soit de Saint-Maurice-Champlain au fédéral ou qui sait de la Violette-Saint-Maurice au provincial. Non, mais tu sais, il existe plusieurs possibilités. Il y a la mairie de la Tuque en 2025, tu sais, bon. Mais je me verrais représenter les citoyens de chez nous. Hey Thierry, est-ce que tu as choisi la Tuque? J'ai choisi la Tuque. Je vais continuer de choisir la Tuque. J'ai un chalet au Lac-à-Beauce. J'ai envie de vraiment m'implanter ici. Puis la Tuque, c'est chez nous. Ça va le rester. Et je suis fier de venir d'ici. Ah ben, on est fiers de toi. On n'a pas fini d'être fiers de toi. Merci infiniment ta visite. Merci pour l'invitation. C'est très précieux. J'ai envie de dire qu'il y a 3 petits points de suspension parce qu'on va se revoir, c'est certain. Excellent. C'est un rendez-vous. Puis merci pour la belle opportunité. Ça a été vraiment un réel plaisir. Puis lâchez pas votre bon travail. Merci, t'es gentil. Bye. Bonne journée. Bye.